Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à tous, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio dans Poulain sans réserve. Le standard, c'est le 0826 300 300. Mes invités aujourd'hui pour parler de la crise agricole des agriculteurs en colère. Nous aurons Jean Lassalle, président de Résistons, qui va nous rejoindre, et Paul Mougenot, élu de la coordination rurale à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et des Hauts-de-France, pour parler de ce que pourraient être les annonces de Gabriel Attal et de la suite à cette mobilisation agricole qui grandit aujourd'hui. Plus de 400 km d'autoroutes fermées. C'est du jamais vu. À tout de suite dans Poulain sans réserve et le standard 0826 300 300. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées. Vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler de ces agriculteurs mobilisés en France, mais aussi partout en Europe, c'est Paul Mougenot, élu de la coordination rurale à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et des Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour Alexis, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui sont attendues les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, qui va se rendre en Haute-Garonne, je crois, cet après-midi pour faire ses annonces. Vous avez eu la chance de le rencontrer mardi dernier avec la coordination rurale. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre avec le nouveau Premier ministre ? Vous savez, il faut sauver l'agriculture française. Aujourd'hui, c'est l'euthanasie du monde agricole. Vous avez un suicide tous les 2 jours. En fait, quelle profession pourrait accepter un phénomène comme ça ? Ni les pompiers, ni les postiers, sûrement pas les journalistes, le pays serait à feu et à sang. Et en fait, nous, on supporte ça. Mais là, c'est trop, on n'en peut plus. Et on était reçu par Marc Fesneau à 13h30 mardi dernier, et il nous a dit, écoutez, vous allez voir le Premier ministre à 17h. Et on a voulu lui dire les choses avec les mots. Alors, il nous a reçus avec empathie, il a essayé lui aussi de trouver les mots, mais on lui a dit qu'on était presque en état de mort. Mais vous attendez autre chose que des mots, là ? Absolument, on voulait des actes. Oui, et on attend des actes. Et c'est surtout ça qu'on a voulu lui dire. C'est qu'à un moment donné, on veut pas de Grenelle de l'agriculture. Ah oui, parce que ça pourrait être la sortie avec ce grand machin où on discute. C'est ça. Oui. On a dit on voulait pas de machin, c'était l'expression du général de Gaulle. On voulait pas de bidule, on voulait pas d'états généraux, on voulait pas de Grenelle. On voulait des actes forts. Et c'est avec ça qu'on est venu avec nos revendications. Évidemment, stop à cet impôt supplémentaire sur le GNR. Ça nous paraît essentiel. Parce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était encore une taxe sur le carburant. C'est ça qui fait que les agriculteurs sont mobilisés, parce que là, c'était l'asphyxie des exploitations. Absolument. Si vous voulez, c'est 3 centimes supplémentaires par litre sur 10 ans. Ça revient à 5 ou 6 000 euros supplémentaires par exploitation. Ouais. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui se versent à peu près 10 000 euros de salaire par an. Vous imaginez 6 000 euros de charges supplémentaires. Mais en fait, c'est plus possible. Les gens vont mourir. Et il meurt déjà, vous parlez des suicides trop nombreux dans le monde agricole. Quels sont les actes concrets que vous attendez ? Alors déjà, la fin totale de cette augmentation de l'impôt supplémentaire sur le GNR. Premier point. Deuxième point, on veut quand même pouvoir vivre de notre exploitation. On veut des prix. On veut des prix sur nos productions. Et à un moment donné, pour avoir des prix, il faut aussi être entendu au niveau national, c'est ce qu'on a dit au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture, mais il faut être aussi entendu au niveau européen. Oui. Il y avait une mobilisation hier à l'appel de la coordination rurale et d'autres syndicats à Bruxelles. Qu'est-ce qui se passe justement au sein des institutions européennes ? Mais alors c'est parfaitement scandaleux, si vous voulez. On nous dit qu'on est attendu, entendu, écouté. Très bien. Et dans l'heure d'après, ils votent un accord avec le Chili pour nous faire venir des poulets chiliens. Ouais. Aujourd'hui, les produits agricoles importés doivent respecter nos lois. C'est quand même le minimum. Et en pleine colère paysanne, l'Union européenne nous explique que l'accord avec le Mercosur est presque prêt. 99 000 tonnes de bœuf élevés dans des bâtiments et bourrés d'antibiotiques. C'est ça aujourd'hui. Et 180 000 tonnes de poulet avec zéro droit de douane. En fait, on est déjà presque en état de mort, et là, ils nous achèvent.
Mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que l'Europe continue avec ce logiciel du libre-échange, du marché ouvert et des échanges transatlantiques internationaux? Pourquoi? Alors que Allemagne, Pologne, Grande-Bretagne, France, enfin, il y a un mouvement qui est en train de se mettre au niveau européen de tous les agriculteurs pour dire stop, on ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi l'Europe continue? Je pense qu'il faut changer de logiciel. Là. On a fait la politique agricole commune pour être fort ensemble. Et aujourd'hui, on est en train de faire la politique écologique commune. Et on est en train de tuer notre agriculture. Vous pensez que c'est à cause des mesures de transition climatique que l'agriculture est sacrifiée? Non, mais si vous voulez, il n'y a pas que ça. Il y a les mesures évidemment environnementales. Ouais. Il y a les mesures sanitaires, les contrôles permanents. Il y a un sentiment d'inquisition dans nos fermes. On en parle souvent, mais aujourd'hui, vous avez les gardes de l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Ils arrivent avec des guns chez vous dans la ferme. Ils débarquent à 7. Armés, vous dites. Absolument. Et quand vous n'êtes pas surveillé par satellite pour votre question de la PAC, aujourd'hui, vous avez ce sentiment, et ça se voit chez tous les agriculteurs, c'est cette peur du contrôle systématique, et cette peur, si vous voulez, du recommandé. On a peur de tout, du contrôle administratif, du contrôle sanitaire. Et si vous voulez, ça, le GNR, les impôts, la question de la transmission des fermes familiales, parce qu'on veut rester sur un modèle familial, pour conserver ce patrimoine familial. Et à un moment donné, il faut dire les choses très franchement. On a tué notre industrie en France. On a tué notre secteur secondaire. Aujourd'hui, on est en train de tuer notre secteur primaire, l'agriculture française. C'est vraiment nouveau, puisque depuis les années 50, les exploitations sont passées de quasiment 2 millions à 450 000, Absolument. 400 000. Et aujourd'hui, vous avez quand même 40% des exploitations agricoles qui ont des problèmes de trésorerie. Ouais. Je veux dire, à titre personnel, je suis céréalier, je fais des betteraves dans l'Aisne, je suis obligé d'être double actif. Et on est des centaines de milliers comme moi. C'est-à-dire, vous êtes agriculteur le jour et autre chose... Oui, je suis juriste. Et juriste, d'accord. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on a telle difficulté financière qu'on nous dit qu'il faut faire la transition écologique et tout. Mettez des panneaux solaires. Oui, enfin, si vous avez des problèmes de trésorerie, on ne vous prête pas forcément pour faire des panneaux solaires. Ouais. Et après, vous avez des groupes qui vous disent mettez 20 hectares de panneaux solaires dans vos champs. Après, on vous dit mais non, mais faites des chambres d'hôtes. Et je veux dire... On ne peut plus vivre de notre métier. Ouais. Et quand vous ajoutez à ça... mais est-ce que, au-delà de ce que peuvent faire les pouvoirs publics, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi des filières et des négociations avec la grande distribution, avec le monde agroalimentaire, hein, on a pointé du doigt Lactalis, qui avait fait beaucoup de mal au secteur laitier. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème de force de négociation? Est-ce que les syndicats agricoles n'ont pas failli par le passé pour en arriver à ce point-là? En fait, si vous voulez, on a une représentation. J'étais avec Véronique Le Floch, la présidente de la coordination rurale chez Gabriel Attal. Elle est éleveuse. On avait un autre éleveur qui venait de Haute-Savoie. Aujourd'hui, vous ajoutez la question du GNR, l'augmentation de 8% de l'électricité. En fait, on n'en peut plus. On est submergé de charges, on est submergé de normes, de contrôles, d'inquisition dans nos fermes. Hier, j'étais sur un rond-point dans l'Aisne, parce que je tiens évidemment à saluer tous vos auditeurs qui nous écoutent et qui ont la gentillesse de nous soutenir à 90% en France dans notre combat pour notre survie. Et je veux leur dire qu'on est désolé de bloquer, de leur faire des détours sur les routes, parce que quand on voit le prix du litre de gasoil, je sais que de faire 40 km de détour parce qu'une autoroute est bloquée, c'est difficile pour tout le monde, et je tiens à vraiment leur dire que nous sommes désolés, mais que je les remercie. Parce que hier, nous étions, moi j'étais dans l'Aisne, à Marle, sur un rond-point, c'était un accueil tellement populaire. Tout le monde nous soutenait, tout le monde nous applaudissait. En fait, c'était tellement adorable, si vous voulez, que on n'avait plus de tracts à distribuer, que ce sont les artisans, les commerçants autour qui nous ont fait des photocopies. Et je voulais pas le dire, mais il m'avait dit de pas le dire, mais même la gendarmerie nous a dit, si vous voulez, vous pouvez venir faire des photocopies chez nous. Oui, d'ailleurs, comment vous expliquez les paroles de Gérald Darmanin, hein, qui parle quand même d'écoute, de laisser faire, de bienveillance? Enfin, on sent un traitement par rapport à cette colère agricole avec beaucoup de déférence, voire beaucoup d'inquiétude de la part des pouvoirs publics. Pas de CRS, hein. C'est ce qu'a dit. Mais nous, on n'est pas des gilets jaunes. On n'est pas là pour tout casser.
Les Gilets jaunes cassaient pas tout. À la base, c'est quand même des gens artisans. Bien sûr, mais je veux dire, on n'est pas des black blocs. Petits commerçants qui étaient là pour dire que ça n'allait pas non plus. Absolument, mais on n'est pas là pour casser l'Arc de Triomphe. Moi, j'ai un grand-père en mai 68, il m'a toujours dit qu'il avait payé beaucoup d'impôts quand les jeunes avaient tout cassé. Et donc vraiment, on veut dire que la vraie violence aujourd'hui, c'est celle du monde agricole. C'est de dire qu'un suicide tous les 2 jours, c'est inimaginable. Inimaginable. Et vraiment, je crois que le coût du GNR, cet impôt supplémentaire, c'était la goutte de trop. Mais est-ce que la France peut, et Gabriel Attal va faire les annonces cet après-midi, lutter contre le broyeur européen qui impose que ce soit des poulets chiliens, mais aussi les poulets, les œufs, les céréales venues d'Ukraine pour soutenir l'effort de guerre. Enfin, on marche sur la tête avec cette commission qui décide pour des pays entiers. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le cadre des traités européens, sauver l'agriculture française ou pas ? C'est ce qu'on a aussi souhaité dire à Gabriel Attal avec Véronique Le Floch, notre présidente nationale. C'est dire qu'à un moment donné, il faut valoriser le faire France, promouvoir nos producteurs locaux. Et à un moment donné, il faut défendre tous ceux qui arrivent à faire encore des productions locales. Promouvoir ça. Et peut-être aussi dire les choses. Il y a un tabou sur l'Ukraine. Aujourd'hui, on est en train d'aider évidemment un pays qui est en guerre, mais au détriment de tous les agriculteurs français. Eh oui. Parce que faire rentrer sur le marché de la céréale l'Ukraine, ça veut dire à un moment donné tuer la céréale française. Et je tiens à le dire, faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sera le premier bénéficiaire de la PAC. C'est-à-dire, ils vont recevoir 13 milliards d'euros, l'Ukraine, premier bénéficiaire de la PAC, pour leur agriculture, au détriment des agriculteurs français. Qui ne sont pas les mêmes. On parle là-bas d'élevage de poulets de plusieurs millions de têtes, ce qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Non, mais puis si vous voulez, je veux dire, je suis comme tous les agriculteurs, j'aime les animaux, on aime nos bêtes. La présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, elle est retournée, elle a fait un aller-retour dans le Finistère pour s'occuper de ses bêtes. On n'est pas des professionnels du syndicalisme, on n'est pas salariés. Il y a un moment donné, on est là pour défendre la cause, pour se battre. Et il faut dire les choses très simplement. Faire rentrer l'Ukraine à 13 milliards de primes PAC, ça va tuer l'agriculture française. Est-ce que ça, vous l'avez dit à Gabriel Attal ? Oui. Et qu'est-ce qu'il répond ? Non, on l'a dit à Marc Fesneau. Oui, qu'est-ce qu'il répond, le ministre ? Et Marc Fesneau nous a dit qu'il y avait évidemment une dimension européenne et qu'il ne manquerait pas d'y aller. Mais bon, il y a un moment donné... C'est encore des mots. Moi, je suis désolé, mais on a un gouvernement, on a un Premier ministre, les chefs, c'est fait pour chefer. Et il y a un moment, il faut aller à Bruxelles et défendre les agriculteurs français. Parce que on a tué notre industrie, on est en train de tuer notre agriculture pour promouvoir une fois de plus la question des services et le tertiaire. Toujours, oui. Mais il y a un moment donné, on est en train d'importer notre propre alimentation. Dire, on est une grande puissance mondiale qui en vient à ne plus pouvoir se nourrir. On va importer notre propre alimentation. Et le sens de notre combat, c'est quand même de dire à nos gouvernants, mais allez à Bruxelles défendre les Français, défendre les agriculteurs français. Et vous pensez qu'ils vont le faire ? Vous avez confiance ? Si vous voulez, nous, ce qu'on lui a dit, c'est que là, on n'en pouvait plus. Et que cet après-midi, on veut des actes. Et on veut des actes forts, pas d'états généraux, des actes forts. Et on va voir de toute façon tout à l'heure, mais la question quand même se pose quand vous voyez le logiciel européiste d'Emmanuel Macron, avec son parti Renaissance, Renew, enfin tout est fait pour aller toujours plus loin dans l'intégration européenne. Il était il y a quelques jours en Allemagne pour vanter le moteur franco-allemand et chanter les louanges de Wolfgang Schäuble, l'ancien ministre des Finances allemand. On voit bien qu'il y a quand même un tropisme vers toujours plus de libre-échange, toujours plus pour l'Europe, toujours moins pour les Français. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le problème, c'est qu'ils sont quand même élus pour défendre les Français. Et que là, il va vraiment falloir faire quelque chose. Alors évidemment, au niveau national, sur la question de mettre un terme à cet impôt supplémentaire sur le GNR, sur la question des transmissions des fermes familiales, de valoriser évidemment les productions françaises, mais il y a un moment aussi, il faut aller à Bruxelles défendre la France. Vous étiez hier à Bruxelles ou... Non. Mais vous avez eu des échos de ce qui s'est passé ? Oui, je vous avoue qu'on est quand même très surpris parce que, pour vous dire les choses, tout le monde nous dit qu'on nous écoute, qu'on nous entend, une forme d'empathie. Et si vous voulez, on apprend 1 heure après qu'ils votent un texte pour faire venir les poulets chiliens. C'est fou. Si vous voulez, c'est fou. C'est de se demander s'ils veulent mettre le feu au pays. Nous, on n'est pas pour la révolution, mais on veut des actes. Et maintenant.
Et vous avez aussi des contacts avec des agriculteurs ailleurs en Europe, je pense notamment aux Allemands, mais aux Anglais. Non, mais on est comme tout le monde, on écoute votre radio et on lit la presse et on se dit que c'est un mouvement européen. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, en Allemagne, on est tous en train de vivre la même chose. Mais cette question ukrainienne sera évidemment un tabou à percer, parce que il faut pas oublier qu'on est là aussi pour défendre les agriculteurs français. Oui, absolument. Ukraine, et puis ce slogan aussi, no farmer, no food, hein, pas de fermier, pas de nourriture. Il va falloir faire rentrer ça dans la tête des dirigeants européens qui pensent que finalement la nourriture, elle se crée ex nihilo, sans le travail difficile des agriculteurs. Paul Mougenot, merci beaucoup. Vous êtes élu de la coordination rurale à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et des Hauts-de-France. Merci d'avoir été à notre micro. Merci beaucoup. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. On va parler de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui devient le ministre de la bienveillance. Après le en même temps, on découvre le 2 poids 2 mesures. C'est vrai que les manifestants, c'est un peu comme les chasseurs, hein. Il y a les bons et puis il y a les mauvais chasseurs, hein. Et c'est pareil, les manifestants, il y a le manifestant qui bloque, hein, le manifestant qui défile, et puis il y a le mauvais manifestant qui bloque. Et bref. Et c'est vrai que là, on se retrouve avec Gérald Darmanin qu'on ne connaissait pas. Il nous dévoile sa face bisounours de l'amour et de l'écoute bienveillante. On l'écoute. Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Voilà, le laisser faire. Et c'est vrai, on laisse faire. Le sanglier pendu, ça joue. Les barrages, ça joue aussi. Les canons à lisier, ça joue. Alors c'est vrai qu'on pourrait s'en inspirer pour les futures mobilisations, hein. Un canon à lisier, c'est un ustensile donc de colère légitime, hein, qui permet de mettre les CRS au loin. Le lisier, pour rappel, c'est un mélange liquide d'excréments d'animaux, hein, qui est utilisé comme engrais, mais qu'on peut aussi parfois projeter sur les préfectures. Et ça permet de tirer les larmes à Gérald Darmanin. Et puis il a continué, hein, sur le plateau du JT de TF1, de continuer d'essayer de péniblement se justifier. Il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent, et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications qui sont, le gouvernement est à l'écoute, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. Ah voilà. Alors cette phrase, hein, quand même, on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS, je pense qu'elle devrait devenir la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Ça ferait du bien quand même à tous les manifestants. Bien sûr, on va penser aux manifestants contre la réforme des retraites, les soignants qui étaient dans la rue, les étudiants qui étaient dans la rue, les militants écolos, les gilets jaunes, les pompiers, les professeurs et tous les militants syndicaux qui ont parfois été traités comme des criminels. Ils vont apprécier cette nouvelle bienveillance qui devient la nouvelle politique, finalement, du gouvernement d'Emmanuel Macron. Quelle chance d'ailleurs. Sophie Binet, qui est leader de la CGT, souhaite profiter de cet effet d'aubaine. Elle se dit chouette, on va enfin pouvoir faire une manif sans lacrymo. Ça se refuse pas. Elle a immédiatement proposé à la CGT de se joindre au mouvement agricole. Alors, on attend les annonces, hein, de Gabriel Attal cet après-midi. Pourra-t-il répondre à cette colère après l'écoute attentive et le respect total du ministère de l'Intérieur et des câlins? Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler de cette colère agricole, mais de cette mobilisation aussi, c'est Jean Lassalle. Bonjour. Bonjour, cher Alexis Poulain. Merci d'être avec nous. Alors, ce mouvement agricole, il était prévisible, non? Comme vous, je pense que tout le monde le savait. Alors d'ailleurs, il est agricole, mais il aurait pu être aussi bien du personnel soignant une fois de plus, fermant les dernières maternités. Il aurait pu être des enseignants. Enfin bref, oui, il était prévisible. Il était prévisible. Et quelle va être l'issue? Est-ce que vous faites confiance au duo Emmanuel Macron-Gabriel Attal pour répondre aux revendications et être à la hauteur? Écoutez, je ne leur fais confiance sur rien. Sur rien. Donc, pour ça, encore moins. Ceci étant à leur décharge, là, sur le problème agricole, il n'est pas d'aujourd'hui. Il y a 30 bonnes années que nous faisons fausse route. Je fais partie d'une génération de lâches. Comment ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons à peu près tout laissé faire.
Et s'ils en sont là, c'est parce que les gouvernements successifs, et si l'Assemblée aujourd'hui est sans dessus-dessous, c'est parce que le peuple du pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'est retrouvé tellement désemparé qu'il a voté comme il a ressenti. Donc voilà, c'est très profond comme crise et ça en dit très long sur le rejet de toute forme de pouvoir, et ça c'est terrible. Et c'est un peu vrai aussi pour vous les journalistes, excusez-moi de vous le dire, mais pas d'ailleurs pour vous, parce que vous avez continué à m'inviter. Vous êtes bien le seul avec Paris Première dernière édition, alors que CNews m'a réinvité, il y avait 2 ans et demi depuis la présidentielle que je ne les ai pas vus. Bon, enfin, peu importe. Là, vous avez eu des mots aussi sur le plateau c'était BFM, c'est ça, Apolline de Malherbe. Ah oui, elle avait un peu les yeux mouillés quand je suis parti, oui. Non, mais en fait, ça peu importe. Mais c'est parce qu'il faut tout expliquer dans un contexte de ceci. Je dis, attention, n'écoutez pas, de toute façon, ce que dit le président du Premier ministre, c'est qu'ils vont essayer de faire exactement comme ils ont fait avec les Gilets jaunes. Ils vont essayer de vous baiser. Donc, dans un premier temps, ils vont encourager, puis après, il va y avoir de nouveau des blocs, je sais pas comment, qui vont arriver. Et puis, qui vont mettre une zizanie partout. Et puis, petit à petit, c'est pour ça que j'ai parlé des médias, qui montrent l'adéquation totale, le support total qu'il y a entre l'opinion publique et vous, et puis petit à petit ça va se distendre. Et puis après vous attendrez le verdict, comme pour les Gilets jaunes, des 13 000 maires qu'avait rencontré M. Macron et dont nous n'avons jamais rien su. Ou les cahiers de doléances qui ont été enterrés, effacés du grand débat en réalité. Absolument. Et ça, c'était très grave parce que c'est une couche de désespoir supplémentaire qui est venu s'empiler aux couches qu'il y avait d'avant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à mes amis paysans, je pense les agriculteurs, je suis quand même des vôtres, je l'ai été, mon frère l'est, n'a été que ça. Il faut pas refuser un tel ou un tel. Je pense qu'il faut tout prendre. Et moi, je demande à ce que tout le monde vous soutienne. Je demande solennellement devant vous, Alexis, aujourd'hui, que les députés, les sénateurs, tous les députés, tous les sénateurs se rendent à la rencontre sur les ronds-points ou ailleurs. Vous ne pensez pas qu'ils vont être mal accueillis comme ça avait été le cas pour... Ça m'est arrivé. Tant de fois. Pas toujours été accueilli comme j'aurais voulu. Mais quand même, il se passe quelque chose. Et quelque chose doit se passer. Ce serait bien plus intelligent. Sinon, on va refaire le coup des Gilets jaunes, où dans le fond, j'étais le seul à y aller depuis le début. C'était à l'Assemblée. D'ailleurs, les médias ont mis du temps à parler de cette mobilisation des agriculteurs avant qu'elle soit visible en première page et dans les JT. Est-ce que vous dites aujourd'hui, comme vous venez de le dire, aux agriculteurs, attention, ne faites pas confiance à Gabriel Attal et Emmanuel Macron, on a vu ce qu'ils ont fait pour les Gilets jaunes? Oui, non, il n'y a aucune confiance à avoir. Par contre, je veux leur dire aux manifestants, n'arrêtez pas, ne baissez pas, continuez pacifiquement. Et l'esprit qui règne, parce que je suis venu vous voir à plusieurs reprises, dans vos rassemblements, est excellent. Il y a une très grande dignité. Et c'est pour ça que je suis venu plein de tristesse, parce que de voir un paysan qui ne manifeste pratiquement jamais, parce que, voilà, mais contraint de laisser une ferme seule, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'en va, il est tout seul, il n'y a plus personne, pratiquement. Et les animaux, et tout ce qui s'ensuit. Ça m'a rendu triste. Mais quand je vous ai vu, au bord du précipice, avoir la force de vous lever et rester debout, avec cette dignité, j'étais très fier. Donc continuez. Il faut aujourd'hui que tous ceux qui le peuvent vous rejoignent. Je l'ai demandé aux députés, aux sénateurs. Et je demande maintenant que tous ceux qui ont déjà manifesté dans d'autres pays vous rejoignent tous
à Bruxelles. Il est temps de poser ce dossier sur la table. Il y a 40 ans qu'il est prégnant. Ouais, on en parlait avec Paul Mougenot en première partie. La coordination rurale a été à Bruxelles hier, justement, pour lutter contre cette logique européenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un problème, l'éléphant dans la pièce, l'Union européenne et les traités européens de libre-échange qui font que, de toute façon, l'agriculture française est asphyxiée et les agricultures des différents pays européens du fait de ces accords qui fait qu'on importe des tonnes et des tonnes de denrées des pays lointains? Je vous ai parlé, cher Alexis, de notre lâcheté crasse. Il a été interdit de parler pendant une dizaine d'années à l'Assemblée nationale des contacts qu'avait l'Union européenne pour mettre en place le Mercosur et tous les marchés outre. C'était une initiative malencontreuse que l'Union européenne avait prise. On y était pour rien. Il ne fallait pas s'inquiéter. Je le sais, moi-même, j'ai posé une de ces questions d'actualité, à une époque où j'en avais peu. Voilà ce qui m'a été répondu. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas les dangers. Ils étaient affichés partout. Eh bien, ce qui se passe, ce qui arrive aux agriculteurs, c'est très exactement ce que nous écrivions. Nous sommes les mêmes, sauf que moi, je suis sorti pour raison de santé, et je me sens aujourd'hui très mal à l'aise de ne pas être au combat. Je me sens un délit de fuite, mais bon, quant à opération du cœur, je vais hésiter. On va en parler. Eh bien, je veux vous dire que je veux leur dire que nous savions et que c'est d'autant plus difficile que nous savions. Et maintenant, il va falloir trouver la solution. Mais aujourd'hui, vous avez un mouvement qui s'appelle Résistons. Est-ce que vous allez monter au front pour les européennes? Alors voilà, c'est ce que nous essayons passionnément de faire. Je crois que nous avons eu cette semaine, 3 réunions à Paris. Je suis d'ailleurs très impressionné par la capacité de comment je devrais dire, de mobilisation de ce petit mouvement qui est né il y a 10 ans, qui m'a permis d'être 2 fois candidat au présidentiel. Nous l'avons appelé d'ailleurs maintenant la France authentique résistant. Et oui, le seul problème, c'est qu'il faut 2 millions d'euros. Est-ce qu'on peut imaginer, en pleine Union européenne, c'est-à-dire ce qu'on fait de mieux, théoriquement, en matière de démocratie, largement téléguidé par la France, qui est quand même, quelque part, un peu la maman de la démocratie moderne. Eh bien, est-ce qu'on peut imaginer qu'il faille 2 millions d'euros pour faire une liste aux européennes? C'est honteux. Alors, est-ce que nous aurons les 2 millions? Je n'en sais rien. Nous nous battons comme des chiens. Oui, donc aujourd'hui, c'est un problème de fond, avant d'être un problème On a quelques semaines pour voir. Et je prends aussi contact avec quelques autres petites listes où ils prennent contact, on discute pour essayer de voir s'il y a quelque chose à faire, mais c'est la difficulté pour tous. Voilà. La difficulté numéro 1 est une démocratie difficile. On va continuer de parler avec vous, Jean Lassalle, de cette crise agricole, mais aussi de la ruralité et d'autres sujets en deuxième partie. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Le standard, bien sûr, 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser vos questions à Jean Lassalle. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Jean Lassalle et vous pouvez bien sûr nous joindre au 0826 300 300 pour parler de la crise agricole, mais pas seulement. Jean Lassalle, vous êtes très critique des médias propriétés d'industriels et pourtant vous allez devenir chroniqueur de Cyril Hanouna. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux vous dire d'abord que j'adore le nom de votre émission, Sans réserve. Ça vous ressemble. Moi, je suis fier d'être là. Alors oui, j'ai été contacté par la télé, c'est C8, je crois. Oui, voilà. Et puis ensuite par les proches collaborateurs de Cyril Hanouna pour faire une série de 12 émissions. Et je n'ai pas donné ma réponse. Alors en fait, je l'ai pas donné parce que Cyril a annoncé lui-même, alors que j'avais demandé un temps de réflexion,
que c'était oui. Bon, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde a dit oui. Donc, moi j'avais dit non, il me faut un petit temps, mais je ne l'avais pas eu lui. J'avais eu une de ses collaboratrices que je connais très bien, qui est une fille formidable. Je ne veux pas, surtout pas lui porter du tort, elle ne mérite pas. Ni d'ailleurs, Cyril Hanouna. Je n'ai rien. J'ai été 3 fois, j'étais un des premiers à aller dans son émission. Pourquoi ? Parce qu'on m'invitait déjà à l'époque, nulle part. Ah oui. Je me suis même grimé en Patrick Sébastien, que j'aime bien, toute une nuit. Bon, donc c'est pas le problème. Et ce qui me pose problème, c'est que, à vrai dire, je suis plus un homme politique qu'un chroniqueur. Je sais pas faire de chronique. Si je me lance dans une campagne européenne, si par bonheur, est-ce que vous m'imaginez sur le terrain, dans le Nord, ou alors, je ne sais où, dans une manif de paysans ou je ne sais quoi, et puis aller faire une chronique. Donc là, vous n'avez pas pris votre décision, en fait. C'est Cyril Hanouna qui a annoncé que vous étiez chroniqueur, mais vous n'avez pas dit oui. Non, voilà, je n'ai pas dit oui, et je penche plutôt vers le non. Je pense que ce que je ferai certainement, mais là c'est du vif, je veux pas paraître jouer vraiment les filles de l'air, mais ça me pose un vrai problème, parce que, comme disent mes amis résistants, tu te plains que tu n'es invité nulle part, ce qui est vrai. Et de notre côté, il y en a un qui t'invite pour faire 12 émissions et qui te paye pour y aller. Et tu veux pas y aller. Il faudrait quand même nous expliquer où est ta logique. Donc vous voyez que c'est pas facile comme réponse. Donc je vous dis tel que c'est. Donc, mais en attente. Alors, vous n'allez peut-être pas rejoindre Ségolène Royal sur le plateau de Cyril Hanouna, puisqu'elle est chroniqueuse chez lui. Vous êtes depuis des années dans le jeu politique, même si un souci de santé vous en a éloigné quelque temps. Aujourd'hui, vous êtes toujours infatigable, ou est-ce que vous êtes fatigué, en fait, de voir ce qui se passe et de voir ce pays, la France, qui se dépatouille toujours de crise en crise pour lutter contre des lois difficiles? Alexis, je suis surtout fatigué de ma propre posture personnelle, que je ne supporte pas. Moi, écoutez, le jour où je deviendrai président, j'aurai un débat très ouvert sur les retraites. Et j'ai un principe à proposer pour qu'on puisse la donner très tôt à tous ceux qui la veulent. Mais moi, je n'ai pas besoin de retraite. Enfin, je prends très facilement ce qui m'est versé. Je ne veux pas... Non, c'est pas là le problème. Mais je ne supporte pas d'être en délit de fuite. Or, aujourd'hui, et avec les problèmes, et notamment ceux des paysans, ne plus pouvoir la ramener nulle part, ça me met mal à l'aise. Mais j'ai fait une déprime, hein. Je vous le dis, hein. J'étais élu à l'âge de 21 ans. J'ai fait en sorte que j'ai un boulot à part pour rester indépendant. J'étais ingénieur conseil après avoir été berger, alors que je n'étais ni ingénieur ni conseil. J'ai fait de grands chantiers. J'ai eu 15 ingénieurs qui ont travaillé pour moi pendant 30 ans. Et aujourd'hui, voilà, je suis là. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, le problème, c'est que je considère qu'un homme combattant doit combattre jusqu'à son dernier souffle. C'est pas tout le monde. Mais après, il y a l'éternité pour se reposer. Peut-être au ciel pour les uns, peut-être tout simplement sur la terre pour d'autres. Donc voilà, moi, je sais plus comment, mais je veux continuer à combattre. Mais dans le respect de ma famille, dans le respect de mes habitudes, j'ai toujours habité ma maison à Lourdes-Gichères avec Pascal, mon épouse, avec mes 4 enfants, ils sont adorables, mes 3 petits-enfants aujourd'hui. Je ne veux pas perdre tout ça, mais je ne l'ai jamais perdu non plus. C'est votre force aussi et la mobilisation. C'est encore une autre paire de manches. Pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les agriculteurs mobilisés aujourd'hui? Eh bien, je veux leur dire ma fierté. Comme je l'ai dit en commençant tout à l'heure, allez-y, n'ayez pas peur. Ce problème, il faut quand même le trancher à un moment ou à un autre. Le temps se venge et les problèmes se vengent de tout ce que nous ne traitons pas. Ça sera très difficile. Aujourd'hui, je pense que Attal ou qui que ce soit ne peut vous apporter aucune réponse. Par contre, ils vont essayer de gagner du temps. Par contre, si vous êtes rejoints très largement en France, et si vous arrivez à poser ce problème dans toute sa dimension, y compris ce que nous nous apprêtons à passer comme accord avec les Ukrainiens, qui fera que nous leur achèterons et que la PAC donnera à nouveau
des millions aux Ukrainiens, à notre détriment, eh bien, si vous réussissez à être très nombreux pacifiquement, je crois qu'on va pouvoir fouiller 30-40 ans en arrière pour voir depuis quand nous faisons fausse route et rétablir. Moi, je pense que la France doit retrouver ce minimum de souveraineté qui va lui permettre de se sauver et de sauver tous les pays voisins de cette vieille Europe. La souveraineté, c'est la clé. Merci beaucoup Jean Lassalle d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. À 13h, ils reçoivent le chef Yannick Aleno qui défend la proposition de loi sur l'homicide routier suite à la mort de son fils dans ces circonstances tragiques. De Tassin la demi-lune au Mont d'Or, de Saint-Priest au gratte-ciel de Villeurbanne, de Caluire à Bron et Vénissieux, Sud Radio arrive à Lyon à partir du 29 janvier sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.